Voilà, donc c'est important à rappeler parce que ça dévoile la véritable nature du mouvement sioniste qui était prêt en fait, à s'allier avec le diable pour pouvoir concrétiser cet objectif. Donc à ce moment-là, pendant la Seconde Guerre mondiale, avec l'aide de l'occupant britannique, les sionistes en Palestine subissent, forment une armée, ou disons la structure d'une future armée, ils créent une industrie de l'armement, ils fabriquent maintenant les armes sur place, etc. Et constituent maintenant une puissance très importante en Palestine aux côtés des Anglais. Alors, après la Seconde Guerre mondiale, l'Empire britannique a subi beaucoup de pertes, il est très affaibli, et à ce moment-là, le mouvement sioniste commence à regarder un peu ailleurs. Il veut obtenir un soutien d'une autre grande puissance. Les sionistes profitent de la guerre pour se doter d'une armée et d'une industrie militaire. Ils prennent leur distance vis-à-vis de l'Angleterre, et ils misent sur les USA, sur les États-Unis d'Amérique. Ben Gourion disait à l'époque « Notre plus grand souci était le sort qui serait réservé à la Palestine après la guerre. Il était manifeste que les Anglais ne conserveraient pas leur mandat. Si l'on avait toute raison de croire qu'Hitler serait vaincu, il était tout aussi évident que la Grande-Bretagne, même victorieuse, sortirait très affaiblie du conflit. Pour ma part, je ne doutais pas que le centre de gravité de nos efforts fût passé à l'Amérique, qui était en train de s'assurer la première place dans le monde et où se trouveraient les Juifs les plus nombreux et les plus influents aussi. » Voilà, donc c'est à ce moment-là, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, que le mouvement sioniste, commence à construire une alliance avec les USA pour maintenir leur capacité militaire sur place. Et évidemment, à ce moment-là, après la Seconde Guerre mondiale, on découvre le bilan des camps d'extermination, avec les 6 millions de Juifs européens qui ont été massacrés. Et il faut rappeler aussi les Tziganes qui ont été massacrés dans les camps. Il faut rappeler aussi les résistants en Europe. Il faut rappeler aussi les homosexuels qui ont été massacrés parce qu'ils étaient homosexuels. Il faut rappeler aussi les handicapés sur qui on a fait des expériences médicales, etc. Bon, c'est des millions, en fait, des millions de victimes du nazisme, mais rappelez aussi le bilan de la Seconde Guerre mondiale, qui est de 52 millions de victimes, dont plus de 20 millions pour la seule Union soviétique, donc qui a été en première ligne pour combattre le nazisme. Donc voilà, ce jeu des grandes puissances continue. L'Angleterre, il faut savoir que la France est toujours présente au Liban et en Syrie. Avec difficulté, parce que les peuples à l'époque commencent à se soulever au Liban, en Syrie, et obtiennent leur indépendance. L'Égypte est toujours occupée par les Anglais, avec bien sûr le canal de Suez qui représente un passage stratégique entre l'Asie et l'Europe. Et à l'époque aussi, donc, les Anglais occupent toujours la Palestine, la Jordanie, l'Irak, enfin bon. Voilà. Donc, mais là encore, les peuples se soulèvent. Il faut rappeler en Jordanie, par exemple, que
les tribus jordaniennes se soulèvent contre les Anglais dès le début des années 30. Il y a un livre qui s'appelle Les Hachimites et la cause de Palestine. Il est en arabe, je ne sais pas s'il a été traduit, mais qui reprend dans le détail comment les Anglais ont occupé la Jordanie, comment ils ont donc contribué en fait à l'établissement aussi des sionistes parce qu'ils occupaient la Jordanie. En fait, la Palestine, quand on regarde la carte, c'est dommage, on n'a pas la carte. La Palestine, il y a la mer Méditerranée, il y a le fleuve Jourdain, là il y a la Jordanie, et en bas il y a l'Égypte. Et en fait, la Palestine est restée occupée en fait par les Anglais de l'intérieur et de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y avait un système de tenaille en fait qui empêchait tout mouvement d'émancipation. Dans cette étude sur l'histoire de la Palestine, je reviens sur le statut juridique des terres palestiniennes. Parce que en Palestine, il y avait une société palestinienne, donc qui était organisée depuis des centaines, des milliers d'années. Donc au moment de l'occupation turque de l'Empire ottoman, qui a duré de 1517 à 1917, donc c'est 400 ans exactement, il y avait on a entendu parler de Soliman le Magnifique, un des sultans de l'Empire ottoman, qui a créé l'État turc, et donc cet État était très organisé. Donc qui a défini le statut des terres, pas seulement en Palestine, mais dans toute la région. Donc il y avait les terres mulk, qui étaient les terres privées, les terres miri, c'est les terres de l'État, c'est-à-dire du sultan, qui peuvent être louées à titre individuel à un paysan et non au village. Elles pouvaient devenir propriété privée. Alors, une exception de cette loi, c'est sur les terres incultes, qui autorise la réquisition d'une terre non cultivée. Et ça a été utilisé ensuite, ce même statut a été utilisé par les Anglais pour confisquer des terres. C'est ce que j'ai rappelé au début, c'est les terres communales en fait, c'est exactement les mêmes termes, les mêmes lois qui ont été utilisées par les Anglais. Alors il y a aussi les terres waqf, qui sont les biens religieux. Il y a les terres qui appartiennent à l'Église orthodoxe ou catholique qui existait en Palestine, qui appartenaient aussi aux musulmans, qui appartenaient aussi aux juifs, puisqu'il y avait aussi une communauté juive, palestiniens juifs en Palestine. Il y a les terres matrouk, c'est-à-dire qui sont délaissées, qui ne sont pas cultivées, et qui elles aussi sont propriété de l'État. Et là aussi les Anglais ont utilisé cette loi pour réquisitionner des terres et pour certaines les donner aux sionistes. Les terres mawat, c'est-à-dire les terres mortes, vacantes, la loi ottomane accorde la possibilité aux habitants nécessiteux de cultiver la terre, cette terre mawat, sans rien payer en contrepartie, c'est-à-dire pour les pauvres, quoi, mais à condition que cette terre reste propriété du sultan. Voilà. Et en 1869, les Ottomans éditent une nouvelle loi qui permet aux étrangers d'acheter une terre en Palestine. Et là, c'est là où les agences sionistes commencent à acheter des terres et à s'implanter là-bas. C'était un mouvement débutant, mais qui, à travers cette loi, allait se développer. Sous l'occupation anglaise, de 1917 à 1948, donc en 1917, on a vu la déclaration Balfour, et à partir de là,
l'occupation de la Palestine. Et une des premières lois de l'occupant britannique, en 1920, permet la vente des terres, quelle que soit leur classification, y compris les terres waqf, les terres religieuses. Une autre loi de 1926 permet aux compagnies l'acquisition de terres, et ce, sans le consentement des propriétaires. La loi de 1936, qui est l'Emergency Defense Regulation, ce sont les lois spéciales. Ces lois furent émises pour mater la révolte arabe de 1936, par exemple le dynamitage de maisons, la détention administrative de plus de 6 mois, et ces lois, ce sont les ordres militaires, ces lois spéciales, sont toujours en vigueur aujourd'hui par les sionistes. C'est exactement les mêmes. Vous avez vu certainement le dynamitage des maisons. Par exemple, un Palestinien qui commet un acte de résistance, eh ben, l'armée israélienne vient sur place, elle dit aux habitants, vous avez 5-10 minutes pour enlever vos petites affaires. Ils viennent, ils mettent des explosifs et ils dynamitent la maison. Ou alors la détention administrative, c'est-à-dire la détention de Palestiniens résistants sans aucun jugement, donc, dont le minimum c'est 6 mois et le maximum c'est des années et des années. Il y a des Palestiniens qui sont restés des années sans aucun jugement. Voilà, c'est toujours en vigueur aujourd'hui. La loi de 1945 est la même que celle de 1936, mais améliorée, avec 170 articles. Ces lois permettaient à l'armée anglaise l'acquisition de terres à des fins militaires. Elles étaient souvent vendues ou cédées par la suite à des organisations sionistes. L'ensemble de ces lois facilita le transfert des terres aux mains du mouvement sioniste. Parfois, c'est à la suite de ventes de grands propriétaires absentéistes arabes. Ce sont les propriétaires qui habitent le Caire ou Beyrouth et qui font travailler leurs paysans. Donc ces paysans furent expulsés de ces terres et ensuite elles ont été cédées aux sionistes. Voilà. Donc le statut de ces terres a fait l'objet d'une étude de Mohamed Majdi qui s'appelle « Le changement social dans les régions rurales montagneuses en Cisjordanie après 67 », donc qui a été fait à l'université Paris X en 88. Donc où il parle de ce statut des terres. Voilà. Donc la Palestine, c'est, je l'ai rappelé, c'est une terre où il y a les 3 grandes religions qui cohabitent paisiblement. Il y a la Palestine, quand on regarde la carte, avec le fleuve, le Jourdain, donc elle fait partie de ce qu'on appelle le croissant fertile. La Palestine, le Liban, la Syrie, l'Irak, là où il y a les fleuves, en fait, en Irak il y a le Tigre et l'Euphrate, en Syrie il y a aussi les fleuves, il y a Mouk et d'autres, et en Palestine, ce sont des terres où il y a de l'eau, et où s'est développée historiquement une agriculture, c'est-à-dire qui date de plusieurs milliers d'années. Et donc, qui dit agriculture, dit une tradition culinaire, une tradition vestimentaire, et une culture donc liée à la terre. Donc, concernant l'agriculture, je donne dans cette étude par exemple, des chiffres concernant les plantations. On a tous entendu parler des oranges de Jaffa, qui étaient parmi les plus réputées de l'époque. Il faut savoir que les Anglais, au moment de l'occupation, ils prenaient le blé, l'orge de Palestine, qui était dans cette région tout à fait remarquable. Et qui, par exemple pour l'Égypte, qui a toujours été le grenier à blé de l'Empire romain, c'est connu, et donc cette région était très très fertile et qui produisait
Donc c'est pour dire que la Palestine n'était pas une terre vide sans peuple, elle était habitée, elle était cultivée, elle avait une tradition une tradition culinaire jusqu'à aujourd'hui, une tradition même tradition vestimentaire. Donc par exemple les robes brodées palestiniennes, il y a une signification de ces broderies. Je ne sais plus où je l'ai mis. Bon, on reviendra dessus. Voilà, donc après la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'apparition de la grande puissance impérialiste américaine, donc là il y a eu une concurrence pour pouvoir dominer cette région entre les puissances là-bas. Donc en 1947, parce qu'il y a eu aussi le génocide des Juifs, donc après la Seconde Guerre mondiale, c'est la création de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, et qui s'empare du conflit en Palestine. Avant l'ONU, c'était la SDN, la Société des Nations, qui a aussi donné le feu vert au mouvement sioniste, puisque l'Angleterre avait un très grand poids dans cette organisation, qui en 1920, à la conférence de San Remo, a aussi donné son aval à l'instauration d'un foyer national juif en Palestine. Donc l'ONU qui reprend le dossier, en fait c'est le dossier de la SDN qui revient, et qui, l'ONU de l'époque, c'est pas l'ONU d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a près de 200 pays représentés. À l'époque, il n'y avait même pas une cinquantaine, je crois. Et donc, avec les réfugiés juifs d'Europe, qui, pour certains, allaient émigrer en Palestine, bon, bien sûr avec le mouvement sioniste, décide, donc l'ONU en fait a confié l'étude de ce conflit à plusieurs commissions pour avoir plusieurs avis. Et donc en 1947, ces commissions sont allées en Palestine, ont rencontré des gens, ont rencontré les Palestiniens, ont rencontré les colons, etc. Et il y a une des commissions qui a préconisé en fait un État, un seul État, pour une fédération en fait, un seul État pour tous ses citoyens. Et une autre commission qui a préconisé le partage de la Palestine en deux États. Un État arabe et un État juif. Et là, c'est très important à comprendre cette appellation d'État arabe et d'État juif. Donc, finalement, en 1947, le 29 novembre 1947, l'ONU donc décide du partage de la Palestine en deux États, un État juif et un État arabe. Il faut savoir que dans la charte de l'ONU, l'ONU n'a aucun mandat pour partager une terre. L'ONU, elle a pour mission d'accompagner les autochtones, qu'ils soient les Palestiniens ou autres, vers leur émancipation et vers leur indépendance. Donc à ce moment-là, l'ONU se donne des prérogatives qu'elle n'a pas, et pour partager une terre, et en l'occurrence, donner une partie de cette terre au mouvement sioniste. Mais on ne l'appelle pas
État sioniste, on l'appelle État juif, sous couvert de État juif. La question c'est pourquoi appeler ce partage État arabe et État juif, puisque historiquement, dans cette région du monde, et en Palestine en particulier, les Arabes, ils sont juifs, entre autres. Parmi les Arabes, il y a des Juifs, des chrétiens et des musulmans, et jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que ce partage, en fait, il spolie les Palestiniens arabes de toute confession de leur terre, une partie de leur terre, et il crée un État basé sur une discrimination religieuse. Sur l'appartenance religieuse. Imaginez en France, aujourd'hui, l'ONU, elle partage la France en 2, en 3, en 4, je ne sais pas, on dit voilà, là, c'est un État chrétien catholique, là, c'est un État protestant, là, c'est un État juif, et là, c'est un État musulman. C'est ça qui est arrivé en 1947. C'est-à-dire que l'Organisation des Nations Unies a elle-même institué, par cette création, un état de discrimination basé sur la religion. Donc un état d'apartheid. C'est ce qu'a fait l'ONU à ce moment-là. Alors bien sûr, ce n'est pas pour les beaux yeux des Palestiniens, c'est pour les intérêts impérialistes dans la région, qui se servent du mouvement sioniste comme d'un instrument de colonisation, d'occupation et de colonisation, de peuplement. C'est-à-dire qu'ils amènent des personnes d'Europe pour les installer dans ces colonies contre les autochtones. Alors évidemment, les Palestiniens, parce que les Palestiniens, comme n'importe quel citoyen ou peuple dans le monde, personne n'accepte le partage de sa terre, et on vous dit voilà, aujourd'hui on partage cette terre et on donne une partie à une autre population et toi tu dégages. Parce que c'est ça qui est derrière la partition. À partir du moment où on dit là c'est un État juif, eh ben, les non-juifs, ils n'ont plus leur place. Donc, ce partage a ouvert la voie au transfert et à l'expulsion des Palestiniens non-juifs de leur terre. C'est ça, c'est ce partage qui a ouvert la voie à la Nakba, c'est-à-dire à la catastrophe, à l'expulsion des Palestiniens non-juifs de leur terre. Et c'est l'ONU qui a institué, qui est à la base de cette expulsion, de ce nettoyage de la Palestine, ce nettoyage ethnique de la Palestine qui instaurera le 14 mai 1948 l'État d'Israël. Et ça, personne n'en parle. Ça, personne n'en parle. Donc, à partir du partage du 29 novembre 1947, le 29 novembre, les groupes sionistes agissent dans la continuité des plans A, B, C qu'ils avaient mis en place. Et ça, c'est avant le départ des Anglais, parce que les Anglais, ils partent de la Palestine le 15 mai 1948. Donc, à partir du partage, les sionistes commencent à expulser les Palestiniens, les non-juifs, des terres qui ont été allouées par le plan de partage. Ben Gourion dit à l'époque, et là je cite, dans l'étude qui s'appelle « Origine et évolution du problème palestinien », qui est un document de l'ONU,
Donc c'est un document qui reprend l'histoire de la Palestine de 1917 jusqu'à 1988, qui a été édité à New York, par l'ONU à New York en 1990, page 301. Ben Gourion, il dit « La ville neuve de Jérusalem a été occupée, c'est-à-dire Jérusalem-Ouest à l'époque, et les guerrilleros, c'est-à-dire les Palestiniens, les résistants, ont été chassés de Haïfa, de Jaffa, de Tibériade et de Safad quand les forces de la puissance mandataire britannique étaient encore présentes. La Haganah, qui est l'ancêtre de l'armée israélienne, fit bien son travail. Les Arabes ont commencé à s'enfuir des villes presque dès le début des désordres, dans les premiers jours de décembre 1947. À mesure que les combats s'étendaient, Bédouins et Fellahs, c'est-à-dire les paysans, se joignirent à l'exode. Voilà. C'est-à-dire que le plan de partage, le vote du plan de partage, a sonné le début de l'application du plan D, c'est-à-dire le plan d'Alet, pour l'expulsion des Palestiniens de leurs terres. Donc avec la présence des Anglais à ce moment-là. Et dans cette période de décembre 47 à mai 48, c'est près de 200 villages qui ont été, d'où les Palestiniens ont été, non-juifs ont été expulsés, qui ont été détruits et rasés. Dans cette période-là, il y a eu 14 000 morts du côté palestinien, avec des centaines de milliers de Palestiniens qui ont été expulsés, qui ont commencé à se réfugier à droite, à gauche. Et pour aider à l'exode, des massacres ont été commis, dont celui d'Ar Yassin, où une centaine de Palestiniens, de civils, ont été massacrés. Pour donner l'exemple, massacrés par les unités sionistes Hetzel et Stern. À leur tête, il y avait Yitzhak Shamir, qui deviendra Premier ministre de l'État d'Israël après. Et donc, ça c'est toujours dans le livre de l'ONU, là, Origine et évolution du problème palestinien, ou aussi dans le livre d'Elias Sambar, Les Palestiniens dans le siècle. Donc, dans le document de l'ONU, ils reprennent une citation de Menahem Begin, aussi qui est devenu Premier ministre de l'État d'Israël, donc en été 48, qui disait comment les choses s'étaient passées dans le mois précédant la fin du mandat britannique. L'agence juive décida de faire sortir les Arabes des villes avant l'évacuation des troupes britanniques. L'agence juive en vint à un accord avec nous, Irgun, pour que nous exécutions ces arrangements, tandis qu'il répudierait tout ce que nous ferions et prétendrait que nous étions des éléments dissidents, comme il le faisait quand nous combattions les Britanniques. Alors nous avons frappé avec force et mis la terreur dans le cœur des Arabes. Ainsi nous avons accompli l'expulsion de la population arabe des régions assignées à l'État juif. Citation de Menahem Begin, qui deviendra Premier ministre de l'entité coloniale, de l'État colonial après. Voilà, donc à ce moment-là, c'est des centaines de Palestiniens qui ont été expulsés, plus de 200 villages qui ont été rasés, et 14 813 morts sur le terrain sont déjà des réfugiés. Voilà. Ça, c'est une photo dans le livre de Walid Traldi, qui a repris les Palestiniens dans le siècle. Donc, des photos qui sont... la source, c'est l'Imperial War Museum à Londres, donc de l'occupant britannique. Ça, c'est une photo des Palestiniens
en avril 1948 dans le port de Jaffa. Parce qu'il y a eu des combats, les Palestiniens ils fuient et ils montent dans des embarcations qui sont jetées à la mer. Les Palestiniens sont jetés à la mer. Et là, c'est les membres de la Haganah, armée, qui expulsent des Palestiniens par la force de leur ville. Voilà, la source de ces photos, c'est le musée impérial à Londres, de la guerre, là, le musée impérial de la guerre à Londres. Voilà. Qui a été repris par Walid Reldi dans son livre Avant leur diaspora, une histoire des Palestiniens par la photographie, édition de la revue d'études palestiniennes en 1986. Hein, donc on peut le retrouver en France en français. Hein. Donc voilà l'histoire des Palestiniens par la photographie. Et donc l'expulsion après, en 1948, donc le 14 mai, la veille du départ des soldats de la fin du mandat britannique, le Ben Gourion, avec les responsables sionistes, déclare la création de l'État d'Israël sur la base de lois fondamentales, donc qui définissent que Israël est un État religieux pour ses citoyens juifs, et qui définissent aussi que la religion juive, en fait, c'est la mère qui donne la religion à ses enfants, et donc sont considérés juifs que les personnes qui sont nées d'une mère juive. Voilà. C'est la base de la création de l'État d'Israël, donc qui est un État défini comme étant un État religieux dès le début par le mouvement sioniste. Il a été renforcé après par la loi de juillet 2018, donc qui renforce le caractère de l'État-nation juif pour ses seuls citoyens, et donc qui renforce le caractère d'apartheid, de séparation des juifs et des non-juifs. Voilà. Il faut dire que le vote pour la création de l'État juif à l'ONU, qui vote? Les premiers à voter pour, c'est un fait historique, c'est les Russes. C'est les Russes qui reconnaissent, même de facto, l'État d'Israël au moment de la déclaration de Ben Gourion. Mais les Russes votent en faveur, les Américains, les Français, les Anglais s'abstiennent. L'occupant s'abstient en voulant dire ça ne nous concerne plus. Ils se sont débarrassés du problème, et ce qu'il advient après, ce n'est plus leur problème. Donc à ce moment-là, et même, il faut dire, c'est un fait historique, parce qu'il y avait une concurrence entre l'Empire britannique, l'Empire américain naissant, et l'Union soviétique. L'Union soviétique, Staline voulait un débouché sur la mer Méditerranée. Et donc, l'Union soviétique de Staline a soutenu le mouvement sioniste. Lénine était contre. Il était contre parce que ça allait contre les intérêts des travailleurs qui doivent aller au-delà de toute religion, etc. Donc Lénine était contre, mais après l'Union soviétique, pour ses intérêts dans la région, aussi a soutenu le mouvement sioniste. Et au moment du partage, quand il y a eu le partage, l'Union soviétique a organisé le plus grand pont d'armes pour acheminer des armes au mouvement sioniste par la Tchécoslovaquie. C'est historiquement prouvé, et l'Union soviétique a donné ordre à tous les mouvements, à tous les partis communistes dans le monde d'aider les sionistes à ce moment-là, et dont le Parti communiste français, puisqu'on est en France. Moi,
les socialistes, évidemment, il y a longtemps qu'ils soutenaient les sionistes, parce que les sionistes, ils ont habillé le mouvement colonial en disant que c'est aussi un mouvement socialiste, qu'ils établissent des communautés socialistes en Palestine, les fameux kibbutz. Donc ils ont présenté le mouvement colonial comme étant un mouvement socialiste avec l'égalité de traitement, l'égalité entre hommes et femmes, etc. Mais c'est un mouvement colonial. Et la population autochtone, évidemment, on n'en parle pas. Voilà. Après le plan de partage, comment dire, pour rappeler la proclamation de Ben Gourion le 14 mai 48, donc pour créer l'État d'Israël, il dit: nous déclarons ici qu'à partir de la date d'expiration du mandat britannique, c'est-à-dire le 15 mai à 0 heure, une constitution nationale devra être établie par une assemblée constituante dont les travaux devront être terminés un an plus tard, le 1er octobre 1948. Le Conseil national actuel fera fonction de Conseil d'État provisoire et son organe exécutif, l'administration nationale, constituera le gouvernement provisoire de l'État d'Israël. L'État d'Israël sera ouvert à l'immigration des Juifs de tous les pays et leur arrivée permettra de favoriser le développement de tous ses habitants. L'État d'Israël sera bien fondé sur les préceptes de la justice, de la liberté, de la paix qu'ont enseigné les prophètes hébreux. Il établira une complète égalité des droits de tous les citoyens sans distinction de race, de foi ni de sexe, et garantira la pleine liberté de culte, d'éducation et de la culture pour tous. Il garantira le caractère sacré, l'inviolabilité des lieux saints de toutes les religions. Il se conformera au principe de la Charte des Nations Unies. Voilà, donc ça c'est la déclaration. Il n'empêche que tout de suite après, ils ont voté la loi du retour qui permet aux seuls migrants juifs de venir s'installer en Israël. Et les non-juifs, évidemment, ils sont expulsés. Et après 1948, ce sont des centaines de villages qui seront détruits. Et c'est en tout 531 villages et 800 hameaux. Non, 531 villages et à peu près 300 hameaux qui seront détruits. Et ce sont 900 000 Palestiniens, selon les sources citées par Elias Sambar, qui seront expulsés. Alors certains iront au Liban, d'autres en Syrie, d'autres en Jordanie, d'autres dans les territoires qui seront occupés en 1967, certains en Égypte, et certains resteront sur leur terre dans des territoires occupés en 1948. Voilà, c'est ce qu'on appelle les déplacés. Déplacés, mais ils sont réfugiés. Voilà, donc dans la revue que j'ai écrite, il y a les cartes, les chiffres, etc., qui expliquent ce phénomène. Et donc, parmi les villages rasés, dans cette étude, je reprends la liste de villages rasés. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Emmaüs. Emmaüs, c'est un village en Palestine. Parce que historiquement, c'est là où serait apparu le Christ après la résurrection. Et donc, Emmaüs est un des 500 villages qui a été rasé. Et sur les terres de ce village ont été dressés, s'est fondé un parc qui s'appelle le Canada Park, une réserve naturelle. Donc Canada Park, parce qu'ils ont amené des parcs du Canada pour les planter là. Et d'ailleurs, les Canadiens ont demandé à dénommer le lieu pour en disant que nous, on n'a rien à voir avec l'expulsion des Palestiniens de leur terre. Donc,
les Palestiniens se sont retrouvés réfugiés dans les pays arabes ou sur leurs terres. Et il y a eu à ce moment-là la création d'une agence des Nations Unies pour les Palestiniens. Et il y a eu le vote d'une résolution, la résolution 194, pour le droit au retour des réfugiés sur leurs terres. Alors cette résolution, elle a une histoire, parce que l'ONU, en fait, n'a rien fait pour les réfugiés, pour empêcher le nettoyage ethnique, etc. C'est le comte Bernadotte, donc envoyé spécial de l'ONU en Palestine, au moment de l'expulsion des Palestiniens en 1948, pour, disons, mettre en place un cessez-le-feu. Et le comte Bernadotte, donc il s'est déplacé d'une région à l'autre, etc. Et il a observé des files de réfugiés, des files et des files de réfugiés. Et il a observé aussi la destruction des villages. Et il a, en dehors de son travail de médiateur pour le cessez-le-feu, il a fait un rapport sur ces villages rasés et l'expulsion des réfugiés et des files de réfugiés qu'il a observés à ce moment-là. Évidemment, les sionistes qui voulaient cacher le nettoyage ethnique, ben, ils n'étaient pas contents et ils ont assassiné le comte Bernadotte en septembre 1948. Et d'ailleurs, le groupe qui l'a assassiné, c'est un des groupes que dirigeait Yitzhak Shamir, qui est devenu Premier ministre de l'État d'Israël. L'ONU n'a pas cherché à chercher le coupable. Et malgré tout, les sionistes pensaient que le rapport du comte Bernadotte allait être envoyé dans sa tombe, c'est-à-dire dans les oubliettes de l'histoire, et malheureusement l'ONU, elle a voulu, en réaction quand même, parce que c'était l'émissaire des Nations Unies qui a été assassiné, ils ont repris son rapport sur les réfugiés et la destruction des villages, et c'est comme ça qu'est née la résolution 194 le 10 décembre 1948, c'est-à-dire plusieurs mois après l'assassinat du comte Bernadotte. Donc c'était un peu un hommage au comte Bernadotte de voter cette résolution et de reconnaître le droit au retour des Palestiniens sur leurs terres. Donc deux résolutions qui ont forgé le destin et la spoliation des Palestiniens, c'est la résolution de partage, la résolution 181, et la résolution 194, donc, qui garantit normalement le droit au retour des réfugiés palestiniens dans leur foyer d'origine et des dédommagements pour les pertes subies à ce moment-là, c'est-à-dire pour les maisons détruites, pour les cheptels d'animaux, etc. Et normalement, quand Israël devient membre des Nations Unies en mai 1949, elle doit reconnaître ces deux résolutions. Donc la résolution 181 qui reconnaît le droit aux Palestiniens d'établir un État indépendant sur ces territoires et le retour des réfugiés. Mais finalement, Israël n'en a rien à faire et n'a jamais respecté, elle n'a jamais appliqué ces résolutions et permis le retour des Palestiniens sur leur terre. Sur leur terre qui est devenue l'État d'Israël. Donc, et le retour des réfugiés sur leur terre, c'était dévoiler le crime originel d'Israël et de l'occupation, etc. Donc, tout ça a été enterré dans les oubliettes de l'histoire. Et il faut rappeler un livre très important
qui est le livre d'Ilan Pappé, qui s'appelle Le nettoyage ethnique de la Palestine. Ilan Pappé est un historien israélien et il a repris dans les sources du mouvement sioniste et de la Haganah, qui est devenue l'armée israélienne, etc. Donc il a repris dans le détail l'expulsion des Palestiniens, les massacres qui ont eu lieu, etc., etc. Donc, et ce sont les archives sionistes. C'est pour ça que c'est un livre très important, parce qu'il reprend les archives sionistes. Donc, en fait, eux, ils ont mis noir sur blanc exactement ce qu'ils ont fait, quoi. Parce que pendant des années, ils ont empêché la divulgation de ces archives, donc pour raconter la vérité, et là, on a enfin cette vérité. Voilà, donc les Palestiniens se retrouvent expulsés de leur terre, et les Israéliens promulguent la loi du retour en 1950, donc qui accorde à tout juif le droit d'immigrer en Israël. Un amendement a été voté en 1970 qui précise que pour les besoins de cette loi est considérée comme juive une personne née de mère juive ou convertie au judaïsme et qui n'appartient pas à une autre religion. La loi de 52 accorde la nationalité automatiquement à tout juif qui se trouvait en Palestine avant la création de l'État d'Israël et à tout juif qui viendrait après sa création. Un amendement de 1971 permet même d'accorder la nationalité israélienne sans nécessité de venir s'installer en Palestine. Voilà. Donc ça c'est dans le livre La création de l'État d'Israël, de la documentation française, qui a été édité par Dalloz à Paris en 1993. Voilà. Donc après il y a eu d'autres massacres dans les territoires de 48, toujours pour terroriser la population palestinienne et l'encourager à partir. Par exemple, le massacre de Kfar Qassem en 1956, qui n'est pas un incident de parcours, mais la concrétisation logique d'une politique de type colonialiste, en vertu de laquelle un peuple se trouve dépossédé de sa terre par des occupants venus d'ailleurs. Voilà, donc après, je rappelle, j'ai précisé tout à l'heure le statut des terres palestiniennes et des lois, donc qui ont été reprises après dans certaines lois israéliennes et qui deviendront donc pour confisquer les terres, pour empêcher les Palestiniens de revenir sur leurs terres, etc., etc. Donc Israël s'est servi de lois turques à l'époque des Ottomans, des lois anglaises, des lois, enfin bon, pour consolider son arsenal juridique contre les Palestiniens non juifs. Voilà. Donc après, en 1967, Israël occupe les territoires de Cisjordanie, Gaza, le Sinaï égyptien, la péninsule du Sinaï, et le Golan syrien. Donc c'est une guerre qui a été préparée. Par exemple, je voudrais rappeler la déclaration de Mordechai Hod, commandant en chef de l'aviation israélienne, qui déclare, qui est repris dans le Sunday Times du 16 juillet 67, page 7, qui déclare « 16 ans de préparatifs ont été exécutés durant ces 80 minutes. Donc l'attaque aérienne du 5 juin 67, nous vivions avec ce plan, nous dormions avec ce plan, et nous nous nourrissions de ce plan, nous le perfectionnions constamment. » Donc c'est une guerre préparée. Israël a bombardé des aéroports égyptiens, surtout pour empêcher toute résistance depuis le début. Et
bon, la Jordanie, c'est un allié de l'Angleterre, donc évidemment la Jordanie n'a rien fait. C'est la Jordanie qui occupait la Cisjordanie. Ils n'ont pas combattu, ils se sont tout simplement retirés et donné cette partie aux Israéliens. Comme a fait son grand-père Abdallah, donc en 1948, qui en échange de la Galilée a reçu un pactole en or, et donc le régime jordanien hachémite est totalement comment dire, complice des sionistes et l'occupation de la Palestine. Donc à ce moment-là, après 1948, est née l'UNRWA, c'est l'Agence des Nations Unies pour le travail des réfugiés palestiniens. C'est un fait unique parce que tous les autres réfugiés dans le monde sont sous la coupole du HCR, c'est-à-dire le Haut Commissariat aux réfugiés. Donc les Palestiniens ont là aussi un statut spécial. L'Agence des Nations Unies, l'UNRWA, comme le dit son titre et son statut, n'est pas là pour aider les Palestiniens à retourner chez eux, mais c'est pour leur travail, leur trouver du travail et donc assurer les écoles, la santé, enfin bon, des choses comme ça, quoi. Voilà, donc en réponse à l'occupation de la Palestine, il y a des mouvements de résistance qui commencent à naître après 1948, dans les territoires de 1948, et après en 1964 est né l'OLP. Il faut dire qu'avant, en 1959, il y a eu la création du Fatah, avec Yasser Arafat et d'autres. Et en 1964, c'est la création de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, qui va regrouper toutes les organisations palestiniennes. Et après 1967, l'occupation des territoires, donc il y a eu aussi la création de nouvelles organisations de résistance palestinienne, comme le FPLP, le FDLP, etc., etc. Donc, l'OLP, juste un dernier mot, l'OLP se dote d'une charte, la charte nationale palestinienne, qui ne reconnaît pas le partage de la Palestine et qui est en faveur de la création d'un État palestinien, d'un État laïque démocratique palestinien sur l'ensemble du territoire historique de la Palestine, de la mer au Jourdain, et qui prône donc la destruction de l'État d'Israël, État colonialiste et fasciste par essence.